Le Mamdani français, c'est ce qu'on entend un peu sur les réseaux avec la candidature à Strasbourg de Cem Yoldaş. Cem Yoldaş qui était déjà passé sur la chaîne, donc un camarade de la Jeune Garde, un des porte-parole de la Jeune Garde antifasciste et qui tient une liste de gauche de rupture à Strasbourg qui s'appelle Strasbourg, c'est nous. Une liste qui est soutenue à la fois par différents groupuscules antifascistes de Strasbourg, mais aussi par le NPA et aussi par l'URC. Donc à la fois par des militants communistes trotskistes et des militants communistes marxistes-léninistes. Donc on va dire une liste qui fait quand même l'union des antifascistes et des communistes à Strasbourg et qui a défrayé la chronique parce qu'il a sorti des tracts dans les langues principales parlées par les habitants de Strasbourg. Le français, l'alsacien, oui j'ai appris l'existence de l'alsacien, c'est pas vraiment de l'allemand. Un allemand comprendrait pas tout en alsacien de ce que j'ai compris. C'est un allemand un peu particulier avec des accents particuliers. En turc et en arabe. Et alors là, évidemment, c'est devenu, j'allais dire la tête de turc, mais c'est vraiment pas, c'est vraiment pas la meilleure, la meilleure expression pour définir Cem, qui en plus de ça est kurde, je crois. Mais c'est devenu, on va dire, un punching ball pour l'extrême droite qui a passé son temps à lui cracher à la gueule, à tenir des propos racistes, et tourné même sur chez Morandini, chez Laurent Wauquiez, chez Damien Rieu, ça en parle à la télé et tout ça, alors qu'on pourrait dire qu'il reprend un petit peu les stratégies qui ont été mises en place par Mamdani, qui avait fait campagne à New York dans plusieurs langues, dans les langues principales des habitants, même si évidemment les gens à New York, la plupart parlent anglais, mais ils trouvaient ça intéressant de pouvoir leur parler aussi dans leur langue maternelle, et Cem reprend ça. On va essayer d'évoquer tout ça, de voir la dynamique qu'il y a, parce que c'est intéressant quand même de voir une dynamique de gauche, de rupture, mais unitaire autour de candidatures antifascistes et communistes en France, et de voir un petit peu les réactions qu'il y a eu. Zoé, comment est-ce que ça va? Est-ce que tu es prête à analyser tout ça? Oh, mais moi déjà, quand je vois l'extrême droite qui fait ouin, 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 je vais toujours très bien. Moi, je trouve que déjà, Cem, il a gagné en partie. Il Ah arrive, bah oui. il fait chialer Frontière, il fait chialer Damien Rieu, il fait chialer Laurent Wauquiez, il les fait tous chialer. C'est parfait, c'est vraiment parfait. Donc, on va pouvoir regarder tout ça. On va se moquer de l'extrême droite. En vrai, en plus, ce qui est intéressant, comme tu l'as dit, c'est le côté unitaire. Et puis, le programme qui est porté par cette liste, qui est vraiment un programme intéressant. C'est des expériences de gauche qui nous intéressent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc voilà, foutage de gueule contre les fascistes et programme de gauche radicale par un coco. Let's go, on est chaud quoi. Bah oui, oui. Bah, en plus de ça, on en parlait et on va reparler là de son programme, mais on parlait justement du fait qu'il fallait revoir le programme de la France Insoumise par la gauche. Et je trouve que Cem, il arrive, notamment il y a un candidat France Insoumise aussi, bon, on va en parler, qu'un ancien candidat des Verts, donc pas forcément l'aile radicale de la France Insoumise, et qui explique aussi cette candidature soutenue par tout un tas de communistes et de gens qui sont pour une gauche de rupture à gauche de cette liste France Insoumise. Mais on va voir que justement la liste portée par Cem et ses camarades va plus loin que le programme de la France Insoumise, du moins à Strasbourg. Donc on va commencer par Damien Rieu, qui nous partage ce tract de Cem, donc de sa liste qui s'appelle Strasbourg c'est nous, et qui nous dit les élections municipales au Strasbourgistan. Il y a un petit peu près le même tweet chez Laurent Wauquiez qui nous fait non, ce n'est pas ça, Strasbourg. La langue de la République est le français. En plus, c'est drôle parce que Strasbourg, justement, fait partie d'un département, je ne sais même pas si c'est pas toute la région qui, est, tu sais, qui a des lois particulières, donc qui ne dépend pas vraiment exactement de la République au même titre que le reste de la France, qui peut poser problème d'ailleurs, notamment sur l'enseignement religieux. On sait que le lien entre l'Église et l'appareil, on va dire, public en Alsace. Moselle est particulier en France peut poser problème parce que tu peux avoir des prêtres qui vont passer dans des collèges, lycées, alors que tu vas pas avoir par exemple des imams, qui posent quand même un peu question. Mais là, je trouve qu'en plus, ils tapent à côté parce que la langue de la République est le français, mais à Strasbourg, il y a aussi une langue qui s'appelle l'alsacien. Et je vois pas pourquoi, quand Cem fait un tract en alsacien, ça pose pas de problème. Par contre, quand il fait un tract pour parler à des gens qui auraient une langue natale turque ou arabe, là, ça pose vraiment problème. C'est assez drôle de voir Laurent Wauquiez nous dire ça. Oui, carrément. Et puis ce que tu disais, ils ont un régime local d'assurance maladie particulier aussi et qui marche plutôt bien, avec une part de l'assurance maladie obligatoire qui est plus importante par rapport aux complémentaires. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails maintenant. Et tous ces régimes-là, ça concerne 3 départements. En fait, les 2 départements de l'Alsace, donc Bas-Rhin-Haut-Rhin, et puis la Moselle. Frontières, eux, ils titrent Alerte info, Cem Yoldaş, un antifa de la Jeune Garde se présente aux élections municipales à Strasbourg. L'individu est connu pour être violent et auteur d'agressions. Alors ça, c'est un grand classique de l'extrême droite. Tous les antifas, J'ai une question, Padu. oui, Contre qui il est violent? voilà, c'est ce Qui qu'on il allait est dire. blessé? Oui, en fait, il faudrait qu'on ait des antifas qui viennent voir des néo-nazis, tu sais, qui ont des points américains, qui fracassent des gens dans les villes, mais qui n'aient aucune formation d'autodéfense et qui ne peuvent pas Non, répondre, tu vois.
Oui, il faut faire comme Marine Tourdelier et offrir des fleurs. C'est comme ça qu'on lutte contre les milices d'extrême droite qui s'échangent le fait dans des groupes Telegram qu'ils ont envie de renverser des femmes voilées avec leurs poussettes quand ils sont en bagnole, qui font des descentes et des ratonnades, tout ce genre de trucs, tu vois. Et après, tu sais, quand ils font des vraies descentes, ils tombent sur des mecs qui les foutent en slip. Tu te souviens de l'histoire de Gros Lardon? Ah oui, Gros Lardon et quel ses banger. copains qui s'étaient retrouvés en slibard dans les rues de je sais plus quelle ville parce qu'ils voulaient voilà, faire une descente un peu punitive après une rixe de village tragique. Romain-sur-Isère. Ouais, c'est ça. Après une rixe de village tragique où un gamin avait perdu la vie. Et ils se sont fait foutre en slibard, tu vois. Voilà les fachos, comment ils finissent. Mais pourquoi t'es venu faire quoi ici, Henri? T'habites où? Je sais que t'habites où? À Rouen. Mais t'es venu à Romans-sur-Isère pour taper du bougnoul. Touchez pas bon sang, tapez pas de bougnoul, cachez-vous hors de Gros Lardon. Et là, oh là là, quand même, c'est de la violence et tout. Les mecs étaient littéralement descendus pour taper des gens sur critère de la couleur de peau. Je veux dire, à Non un mais moment. c'est la différence, tu vois. Puis tu vois très bien la violence de l'extrême droite aujourd'hui. On va en parler un peu plus longuement, mais Jem, il en prend plein la gueule pour ses origines en réalité, tu vois. Ouais. Et t'as jamais vu Jem ou la jeune garde aller fracasser des mamies ou aller fracasser des gens sans aucune raison. C'est pas du tout ça le truc. Évidemment, par contre, quand t'as un groupuscule néo-nazi qui vient faire chier devant une mosquée, qui vient faire chier des gens par rapport à leur couleur de peau, ou je sais pas trop quoi, ou leur origine ethnique supposée parfois même, tu vois. Bah évidemment que là, ils vont s'opposer et que peut y avoir des échanges violents, tu vois. S'il n'y a pas d'échanges violents, en fait, les mecs se barrent pas et continuent à être violents, tu vois. C'est exactement comme si tu disais, et encore une fois, il y a des gens qui le disent, ah bah ouais, mais les résistants, ils ont été violents, tu vois. Enfin, oui, c'était pareil pendant le conflit israélo-palestinien, quand les gens disaient, oui, il y a des Palestiniens qui ont été violents. Oui, en fait, c'est toujours, c'est pas les antifascistes ou les résistants à la colonisation qui mettent le degré de violence, tu vois. Les antifascistes, si t'as personne qui est violent, ils vont pas être violents, tu vois. J'ai jamais vu une agression d'un random par un groupuscule antifasciste, ça n'a aucun sens. Personne ne fait ça, tu vois. Et c'est là que tu vois que la condamnation de la violence en tant que telle, bah, elle sert à cacher en fait les raisons. Ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'il y a eu ou non violence, tu vois. Parce que la violence, ça peut être de la légitime défense, ça peut être de la résistance, et ça peut même parfois être des violences qui peuvent amener des personnes à se faire condamner, parce que bah, c'est pas légal d'être violent avec quelqu'un. Il n'empêche que sur un plan politique et moral, tu peux les interpréter différemment. C'est typiquement ce qui s'est passé pendant la guerre d'Algérie aussi, ou même ce qui se passe encore aujourd'hui en Palestine. Tu as des violences qui peuvent être condamnées sur un plan légal, mais que tu peux comprendre dans une compréhension, on va dire, anticoloniale des choses, tu vois. Et on a ces situations régulièrement en manif. Tu vois, là, bientôt, va y avoir la manif du 22 novembre, dans 3 jours, là, samedi prochain. C'est une manif féministe contre les violences sexistes et sexuelles et contre les violences de genre, chaque année, etc. On sait qu'à toutes les manifs féministes, que ce soit le 8 mars ou que ce soit le 22 novembre, on va se taper un groupe d'extrême droite, pour ne pas le nommer Némésis, qui va se pointer pour tenir un discours raciste, xénophobe. Au final, en plus, quand tu vas creuser, c'est des meufs qui ne sont absolument pas féministes, qui sont pas claires sur le droit à l'avortement, qui sont pas claires sur tout un tas de trucs, tu vois, et qui arrivent avec ce qu'elles appellent un service d'ordre, qui sont en fait des espèces de gros, de gros gudards, tu vois, qui arrivent avec des points américains, avec de quoi se battre et tout ça, qui foutent le sbeul dans les manifs. Et des os, mais c'est normal, déjà, un, qu'elles se fassent sortir, et deux, du coup, ça veut dire qu'il faut qu'on ait dans nos manifs, dans nos rangs, avec nos camarades, des gens qui savent faire un service d'ordre qui fonctionne, ou quand tu as des fachos qui viennent foutre le bordel dans tes manifs, tu les chopes et tu les raccompagnes poliment et gentiment mais fermement à la sortie pour qu'ils nous laissent mener nos luttes peinards, quoi. Bah clairement, ouais, clairement. Du coup, on va partir sur un short de Jem où il parle un petit peu des différents harcèlements racistes, on va dire, qu'il a pris. Et puis après, on va pouvoir parler un peu du programme politique porté par Salis, même si on va pas pouvoir tout faire parce que le programme est relativement long, mais les principales, on va dire, propositions qui sortent notamment sur des tracts. Une ville islamiste, le grand emplacement, avec des gens comme lui, Strasbourg peut dire au revoir au marché de Noël et toutes ses traditions chrétiennes. Il serait très bien en Iran ou en Afghanistan. Encore un trou du cul, retourne chez ton leader, Erdogan. Le plus gros troll, c'est retourne chez ton leader Erdogan. Il est kurde, le gars, tu vois. C'est un communiste kurde. Il se retourne chez ton leader Erdogan, mais le niveau, tu vois, mais vraiment l'inculture de ces mecs, c'est-à-dire qu'ils arrivent même pas à connaître leurs ennemis politiques, quoi. Tu sais, pour eux, ouais, tout ça c'est la même chose. Tu sais, c'est des gens, ils ont la peau foncée avec des cheveux bruns et puis. Oui, Et parce puis que ils t'as sont l'Iran, musulmans, t'as quoi. l'Afghanistan, tu sais, ils pourraient dire le Non, mais- Maroc et tout, tu sais, en gros, ouais, c'est des Ouais, Arabes, let's tu vois, go. c'est Ouais, c'est ça, oui, genre l'Iran sont des Arabes, bien sûr, hein, évidemment. c'est n'importe quoi. Je ne suis pas raciste, mais les étrangers Je ne suis pas raciste, mais... Oh là là, Le classico. le commentaire commence trop bien. racistes, mais les étrangers après les Français. Bonjour à toutes et tous, Jem Yoldash.
candidat aux élections municipales de Strasbourg avec la liste Strasbourg c'est nous. Comme vous l'avez sûrement vu, j'ai été la cible de nombreuses attaques racistes. Très souvent, on s'y attend, mais on s'y habitue jamais réellement. Ces attaques viennent de l'extrême. Surtout qu'en plus, là, quand tu t'exposes comme ça, bon, je pense que Jem, en tout cas, il est formé, enfin, il est toujours porte-parole de la jeune garde, tu vois, donc c'est quelqu'un qui est habitué à se prendre de la violence sur les réseaux, parce que à partir du Mmh. moment où tu es porte-parole d'un groupuscule antifasciste, tu sais que tu vas avoir la violence et tout. Mais là, quand tu t'exposes vraiment dans une élection municipale, tu te retrouves sur CNews, t'imagines? Enfin, même tu prends des risques physiques pour toi. On sait que Raphaël Arnaud, il a eu des gars qui ont essayé de l'attendre en bas de chez lui. Tu dois avoir un niveau de sécurité, faut pas dire à tout le monde où t'habites, tu vois. T'es plus quelqu'un de normal, on va dire, quand tu fais ça. Déjà parce que tu es porte-parole de la jeune garde et encore plus parce que maintenant tu es médiatisé à un niveau national. Donc ce qui fait, je pense, c'est courageux, on va dire. Extrême droite. Notamment, elles ont été lancées par Virginie Joron, qui est candidate à l'élection municipale de Strasbourg. Avec la liste Strasbourg c'est nous, nous passons un message clair à l'extrême droite. Nous ne baisserons pas les yeux. L'extrême droite ne dictera pas sa loi à Strasbourg, ne dictera pas quel candidat est légitime ou non selon sa couleur de peau ou selon sa religion réelle ou supposée. Nous le disons, aujourd'hui, la violence d'extrême. Oui, parce qu'en plus ils disent islamie, je sais pas quoi, mais enfin, tu vois, Jem, pour le coup, en plus je lui parlais Qu'est-ce quelques qu'ils fois, en je sais savent? pas du tout sa religion, tu Mais vois, j'en oui. sais rien, tu vois. Aujourd'hui, la violence d'extrême droite est partout. Elle est banalisée, que ce soit dans les médias, que ce soit dans la rue. Et il nous faut résolument une mairie qui se bat contre l'extrême droite. Nous avons besoin en 2026 d'une mairie antifasciste capable de faire reculer l'extrême droite à Strasbourg et partout en France. C'est pourquoi, en mars 2026, il va falloir voter. Voter pour Strasbourg c'est nous, pour que Strasbourg reste une ville résolument antifasciste et antiraciste. C'est marrant parce que c'est le seul gars qui cite l'extrême droite, pas pour avoir un discours de noisette. D'habitude, c'est ouais, il faut voter Glucksmann, sinon ce sera l'extrême droite. Et lui, il dit non, non, faut un truc radical. Pour vraiment battre l'extrême droite, il va nous falloir une alliance antifasciste, communiste. C'est assez drôle, je trouve. Bah oui, de fou. Il a raison. Bravo, Jem. Du coup, on va passer à son programme. Alors, c'est sur ses tracts. Donc, Jem Yoldash, Strasbourg, c'est nous, la liste municipale 2026. Alors, gratuité des transports publics et un réseau plus accessible et inclusif. Baisse des loyers. Plan massif de réhabilitation thermique et des concierges de proximité pour les logements sociaux. Ça, c'est intéressant parce que j'ai regardé un peu les autres programmes. Au mieux, Mmh. tu as des programmes qui sont pour le gel des loyers, tu vois. Et eux, ils parlent de baisse des loyers. Ce qui est, je trouve, beaucoup plus courageux parce que, en fait, il y a plein de gens déjà qui ne peuvent pas payer leur loyer et dire gel des loyers, il y a des loyers qui sont vraiment gonflés en France, tu vois, et où c'est un peu le chantage à la rue, tu vois, parce que c'est un peu soit ça, soit t'as pas de baraque ou t'as pas d'appartement ou quoi que ce soit, tu vois. Et la réalité, c'est que nombre de loyers devrait être baissé. C'est pas normal qu'en France, il y ait des gens qui soient des multipropriétaires, qui empruntent parce qu'ils ont le droit d'emprunter, parce qu'ils sont bien vus par la banque, parce qu'ils ont déjà des revenus, qui puissent acheter et se faire intégralement rembourser leurs prêts par les loyers de leurs locataires, tu vois. Les loyers sont beaucoup trop hauts, tu vois. Il y a plein de gens en France qui, juste, ils ont déjà 10 appartements, du coup, la banque fait confiance, ils prennent un crédit, ils prennent un 11e appartement, ils font payer l'intégralité du crédit par leur locataire, et après, l'appartement à eux, tu vois. Et c'est une dynamique qui est un cercle vertueux pour eux et un cercle vicieux pour les locataires parce que eux n'ont jamais accès à la propriété, tu vois. Donc la baisse des Mmh. loyers, en vrai, devrait être quelque chose d'assez classique à gauche, en fait, qu'on retrouve même pas. J'ai regardé tous les programmes des autres candidats, t'as aucun candidat qui parle de baisse des loyers, tu vois. Et ça fait penser, c'est pour ça que je parlais du Mamdani français, ça fait penser un peu au programme de Mamdani qui avait mis au centre de son combat l'accessibilité au logement à New York, qui en plus est une ville extrêmement chère, même si Strasbourg c'est aussi une ville assez chère. Et c'est quelque chose qui est principal aujourd'hui parce que plus tu as un salaire bas, en fait, plus ton loyer prend beaucoup sur ton salaire. Il y a un truc qui va avec, après, c'est encadrer strictement le réseau Airbnb et réquisitionner les logements vacants. Alors moi, je trouve que c'est trop stalinien de réquisitionner les logements vacants. Je sais pas ce que tu en penses, mais... Non, mais évidemment que c'est ça qu'il faut faire. Tu as aussi la difficulté que là, tu es à une échelle municipale. Tu peux quand même faire des trucs à une échelle municipale. Tu vois, la liste Strasbourg, c'est nous, ont vraiment des trucs à proposer, etc. Mais là, tu as vraiment un enjeu. Tu vois, tu as des endroits sur les trucs Airbnb, etc. Tu sais qu'à l'Assemblée nationale, il y avait eu cette question qui avait été posée sur les logements, on va dire, de vacances et tout ça, qui pose un problème, mais monstrueux, quoi. Et tu regardes dans certaines zones de France, je pense à la Bretagne, par exemple. Quand tu te balades en Bretagne, tu vois partout la problématique du fait qu'il y ait plein de logements qui soient pris soit pour faire des Airbnb, soit pour être des résidences secondaires de riches, tu vois, enfin de gens qui ont la thune pour se payer un deuxième logement juste quand ils vont en vacances dans un endroit qui est très cher, parce que la Bretagne est devenue très chère à cause de ça. Et
sans aller attaquer profondément ces trucs-là qui sont soit de la propriété privée, pas forcément lucrative, tu vois, mais qui fait monter énormément les prix, soit de la propriété privée lucrative type Airbnb, mais ça, c'est juste scandaleux que ça puisse exister encore. Et à l'Assemblée nationale, quand ils avaient tenté d'aller attaquer ces trucs-là, t'avais des députés, notamment macronistes et tout, qu'on freinait des cas de fer pour aller légiférer là-dessus. Et Coucou bizarrement, quand tu Casbarian. regardais un petit... Oui, voilà. Et quand tu regardais un petit peu dans les intérêts personnels des mecs et tout, tu te rends compte qu'en fait, ils sont super copains avec les boîtes qui font ça. Bon, bref, c'est vraiment insupportable. Et donc, ça, c'est hyper important. Et tu as l'étape d'après, tu vois. On va parler beaucoup, beaucoup du logement là bientôt. On a préparé un truc avec Chris qu'on vous fera dans les prochaines semaines. Mais tu as vraiment aussi une étape, pas que sur la location, mais qui va être d'aller réfléchir à comment on fait pour que les gens puissent être propriétaires de leur résidence principale. Et tu sais qu'il y a des stats qui sont hyper connus, mais quand tu regardes dans les pays, les différents pays du monde, le taux de propriété de ton logement principal, c'est dans les ex-pays communistes que tu as des taux à plus de 90%. Tu Ouais, vois. la Chine, je crois aussi, Euh, dans la Chine, ouais, ouais, qui est même pas la vraiment Chine un ex-pays communiste, 96. qui est toujours quand Oui, même oui. très Mais centralisé. dans l'Europe de l'Est, tu trouves ça, etc. Enfin, et ça, c'est un enjeu absolument majeur aussi, de sortir du fait que tu es des mecs qui détiennent. Tu sais, tu avais une barre qui avait été mise à plus de 5 logements. En gros, c'est une toute petite partie des gens, mais qui détiennent, je sais plus, 30 ou 40% du parc locatif. Enfin, c'est une dinguerie. Donc, effectivement, que ces gars-là, on va pas gna, 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 les taxer, etc. Jem a raison. La question, c'est la réquisition. Il faut tout leur reprendre, quoi. Ouais, mais tu vois, tu parles des pays de l'Est et c'est quelque chose, c'est que tu entends souvent les gens qui disent: «Oui, machin, les barres d'immeubles, c'est moche». Bon, déjà, c'est parce que la Seconde Guerre mondiale a détruit énormément de logements et puis tu avais énormément de gens qui vivaient dans des conditions, même en dehors de la guerre, tu vois? Qui étaient des conditions très dures, qui étaient paysans et tout et qui ont été logés grâce aux immeubles qui ont été construits dans les années, 50, 60, 70 en URSS et qui ont pu avoir la propriété d'un premier logement, qui était peut-être pas parfait, mais qui avait le mérite d'exister. C'est un peu le truc de Sankara, tu vois? La différence entre du champagne pour quelques-uns ou de l'eau potable pour tous. C'est un peu ça quand tu vis dans un pays où il y a des gens, et en France, c'est de plus en plus le cas. Tu as même des gamins qui vivent à la rue, tu as des gens qui vivent à la rue, alors que tu as des gens qui, à côté de ça, ont des baraques secondaires, tertiaires, énormes qu'ils occupent pas. Enfin, c'est aberrant. C'est vraiment aberrant, hein. Et voilà, donc au-delà de 5 logements, on prend tout. Moi, j'ai même envie de dire au-delà de un, mais bon, c'est parce que je suis une horrible star, je pense. Ouais, et puis en plus de ça, tu sais, le logement est un vecteur de pacification des sociétés qui est assez énorme, tu vois. Quand tu es propriétaire de ton logement, bah, t'en prends soin, tu vois, en fait, les gens comprennent jamais, tu sais, quand tu as notamment des émeutes en banlieue, que des gens cassent des choses. Mais en fait, quand tu te sens propriétaire de rien, que tu te sens même dépossédé, que à la fois, bon, l'État a toujours été plus ou moins contre toi, mais que tu vois, t'as rien qui est à toi, où tu vas te dire, bon, bah, c'est à moi sur 70 ans, mais bah, on peut me le reprendre à tout moment parce qu'en fait, ça dépend de je sais pas qui a eu la bonne grâce de me donner un 50 mètres carrés pour ma famille de 4 personnes, bah, tu t'en occupes pas pareil, tu vois. La vérité, c'est que quand tu as la propriété individuelle, et c'est ça qui est marrant, c'est Marx, il le dit pendant la Commune de Paris, je crois, il dit les communistes sont pour la propriété individuelle, pas pour la propriété lucrative, mais que tout le monde ait un logement, puisse se projeter dedans, puisse savoir ce qu'il en sera dans 20 ans, que ça dépendra d'eux, tu vois. Et ben c'est un vecteur du fait que les gens s'occupent bien de leur logement, en prennent soin et soient beaucoup plus apaisés, tu vois, que quand tu es dans un truc où tu as l'impression d'être sur la sellette tout le temps et qu'à tout moment tu peux te faire virer par des huissiers ou par les flics ou je sais pas quoi, tu vois. Et ça, c'est hyper important. Carrément. La gratuité, et d'ailleurs l'extrême droite, eux, vont à l'encontre de ça, c'est-à-dire qu'ils disent, ah bah dès que quelqu'un, je sais pas, tu sais, quand ils disent, ouais, faut retirer la CAF aux parents d'enfants qui commettent des délits, tu vois. Bah, c'est l'inverse de ça, c'est-à-dire que t'as déjà des gens qui sont dans des situations de stress, qui sont dans des situations compliquées, qui en plus sont pas forcément responsables du fait que leur gamin ait commis un délit, tu vois. Et en plus de ça, tu vas leur rajouter du stress, et en fait, là, t'es en train de créer de la violence dans la société, tu vois. C'est vraiment le cercle vicieux inverse, l'extrême droite, c'est tu crées de la violence sur de la violence qui recrée de la violence à l'infini, tu vois. Alors qu'en réquisitionnant des logements, en créant des nouveaux logements aussi pour tous, alors ça c'est pas forcément je suis pas sûr que ce soit si possible que ça à l'échelle d'une ville, tu vois. Mais c'est comme ça que tu peux créer des sociétés beaucoup plus pacifiées. Ensuite, gratuité des cantines scolaires et installation des restaurants municipaux solidaires et populaires. Ça, c'est même presque honteux, tu vois, que ça n'existe pas. Alors, je sais que Casbarian, Oui. pour lui, c'est très grave qu'il y ait des enfants qui mangent à leur faim, mais il faut se rendre Ouais, compte que ouais, le ouais. repas à la cantine, parfois, c'est le seul repas de la journée pour des enfants. Et en vrai de vrai, alors ça, je vais passer pour un immonde communiste, mais même avoir la possibilité, peut-être pas pour tous les enfants, tu vois, mais la possibilité d'un petit déjeuner gratuit ou quelque chose comme ça, c'est hyper important. Quand tu as des gamins qui vont à l'école le ventre vide, bah évidemment que c'est plus compliqué pour eux l'école, d'être concentrés et des choses comme ça. Moi, tu sais, j'en vois plein des enfants qui viennent pour des suspicions de troubles déficit de l'attention et hyperactivité.
Mais il y en a plein où ben, leurs parents, ils ont pas forcément les moyens ou ils ont pas forcément de petit déjeuner le matin ou des choses comme ça. Alors tu peux diagnostiquer et faire croire que ça vient seulement de leurs neurones ou je sais pas trop quoi. Mais bon, je pense que si les enfants, tu vois, ils ont une bonne hygiène de sommeil, qu'ils mangent 4 fois par jour ou 5 fois par jour, que c'est stable pour eux, ils auront beaucoup plus de facilité à se concentrer à l'école que l'inverse, tu vois. Et malheureusement, c'est des choses sur lesquelles nous, on peut pas jouer, tu vois, en tant que soignant. C'est des trucs à l'échelle politique. C'est pour ça que je dis toujours que quand tu es psy, ça me paraît, ou même quand tu es médecin en général, ça me paraît être logique d'être militant politique parce qu'il y a plein de problèmes qui doivent se régler sur le plan politique, quoi. Et il faut se rappeler aussi que les enfants en France vivent plus sous le seuil de pauvreté que l'ensemble de la population. C'est-à-dire que tu as 20% des gosses qui vivent sous le seuil de pauvreté. Ça fait 2,7 millions de gosses. Je ne sais pas si on se rend compte de ça. Et tu vois, sur le coup Ça veut dire des quoi, des cantines gosses qui vivent sur le municipales, sol de pauvreté? J'ai pas compris, parce que ils ont pas d'argent propre. C'est-à-dire que bah, leurs c'est le parents vivent niveau de sous le vie sol de de leur pauvreté, c'est ça foyer. que tu veux dire? Ouais. Et en fait, D'accord. les familles avec des enfants en bas âge sont plus sous le seuil de pauvreté que la moyenne. Et le taux de pauvreté est beaucoup plus élevé. Tu vois, chez les enfants, il y a des stats, tu as des stats de l'INSEE qui sont sortis là-dessus. Celle de 2021, tu vois, c'est en gros 20% jusqu'à 17 ans, avec des pics sur certaines tranches d'âge. Pour l'ensemble de la population, c'est 14. Les gens de plus de 65 ans, c'est 10. Et les adultes de 18 à 64 ans, c'est 13. Tu vois. Donc en Bah, c'est fait, normal. euh, Attends, le avec un SMIC, normalement, si t'es tout seul, t'arrives à bouffer, tu vois. Je dis pas que tu vis bien, tu vois, mais t'arrives à bouffer. Par contre, si t'as 2 gamins et tout, enfin là, c'est compliqué, hein. Et contrairement à ce que raconte l'extrême droite et tout, la CAF, machin et tout ça ne compense pas. Et ça, c'est la preuve, tu vois. Ça ne compense pas. Pareil, la cantine scolaire, tu sais, tu payes en fonction de ton quotient familial qui est calculé avec ce que tu déclares à la CAF, etc. Mais même quand tu as un QF très bas, ça reste compliqué. Et en plus de ça, tu sais, c'est toujours pareil quand on te parle du public, du privé, que ça coûte cher, etc. Moi, tu vois, à l'école de mes gamines, la bouffe n'est pas faite à l'école, financée, etc. Elle est faite par une boîte privée qui est une centrale de bouffe. Donc la bouffe, elle est même pas faite sur place, elle est préparée à l'avance et elle est réchauffée ensuite, tu sais, elle est livrée en camion et réchauffée sur place parce qu'il n'y a plus de cuisine sur place à l'école des enfants. Donc en plus, c'est dégueulasse, tu vois. La viande, etc., c'est dégueu parce que tu sais, tu l'as fait cuire une première fois puis tu Ouais, l'as fait oui. réchauffer, c'est pas bon, quoi. Enfin, et vraiment, il y aurait un vrai intérêt à penser. En plus, tu pourrais penser plein de trucs. Chez moi, c'est une région agricole, tu vois. On pourrait penser des partenariats avec les paysans qui sont autour et tout ça. Enfin, c'est vraiment pas des trucs compliqués et ça créerait vraiment des trucs vertueux avec des gosses qui peuvent découvrir plein de types de nourriture différentes et tout. Les légumes et les fruits, c'est super cher, d'accord? Et après, on va chouiner qu'il y ait de l'augmentation du surpoids et de l'obésité chez les enfants sans jamais regarder qu'il y a un gradient de classe sociale monstrueux. Les gens qui sont obèses et en surpoids en France, ce sont les gens les plus pauvres, d'accord? Donc c'est un problème Bien sûr. d'accès à l'alimentation et puis de temps pour pouvoir cuisiner, de place dans ton logement pour pouvoir cuisiner, etc. Et puis ça, c'est la base même de la diététique et tout, c'est que, tu sais, les gens qui justement, bah, sautent des repas par souci d'économie et tout, bah, après ils ont tendance à être attirés par des aliments beaucoup plus riches, beaucoup plus gras, parce que quand tu la dalle, en fait, tu envie de manger des trucs gras, tu vois? Et le fait de manger à heure fixe, pas forcément à heure fixe, mais tu vois, de manger matin, midi et soir, des goûters, si besoin et tout, ça fait qu'en fait, tu contrôles beaucoup plus ce que tu manges, tu vois? Tu peux beaucoup plus facilement manger des légumes, manger des choses qui sont plus saines que quand tu manges une fois par jour, en fait, tu as tellement la dalle que tu mangerais, tout et n'importe quoi et tu es attiré par des choses, assez grasses et sucrées, quoi. Qui sont en plus les produits souvent les moins chers, hein, parce que l'huile, ça coûte, moins cher, que, des Mm. fruits et légumes frais, tu vois? Évidemment, mais c'est beaucoup moins cher de nourrir tes gosses avec des produits transformés sucrés de très mauvaise qualité en dessert et des pâtes, d'accord? Avec une sauce type sous-sauce, sous ketchup dégueulasse, tu vois, que de faire des petits brocolis vapeur avec une viande blanche et Enfin, faut arrêter, quoi. Ouais, mais Marine Tondelier, elle comprend pas pourquoi les gens changent pas leurs habitudes alimentaires, ce serait tellement meilleur pour la Ouais, planète. ouais, ouais, c'est ça, ouais. Oh, le truc au niveau individuel de merde. Oui, Ah ouais. d'ailleurs, on rappelle, parce que on l'a dit un petit peu, mais oui. En fait, si vous voulez, là, à Strasbourg, la gauche, elle part, parce que je pense aux écolos, elle part totalement désunie. Il y a 2 candidats PS, il y a un candidat ELV, il y a un candidat France Insoumise, mais donc qui était il y a 6 mois chez ELV, qui s'est fait élire en fait chez ELV, qui est un ancien élu départemental, enfin qui est toujours un élu départemental, qui était écolo. Et suite à une dissension en fait avec les écolos, parce que je crois qu'ils voulaient se représenter, les écolos voulaient que ça tourne ou je sais pas trop quoi, et ben il a quitté pour être la tête de liste France Insoumise. Donc c'est pour ça qu'en fait la liste de Jem apparaît comme étant la liste la plus radicale et voire la seule liste radicale parce que contrairement à d'autres endroits où va y avoir une tête de liste France Insoumise, on va dire un petit peu plus radicale et de rupture, là c'est pas vraiment le cas, quoi. Il y a quelque chose qui est assez drôle, c'est que
quand tu sors déjà un tract en arabe, bon, tu sais que tu as l'extrême droite qui va tomber dessus, mais quand ils traduisent le tract en arabe et qui a marqué désarmement de la police municipale et transformation de son rôle, mise en place de pôles d'accueil et d'accompagnement pour les victimes de violences policières, c'est assez drôle, hein. Let's La petite sueur, tu vois, moi, go. droitard. Et Ah, enfin, vas-y. est-ce que tu crois que les policiers condamnent les violences policières? Est-ce que Je sais Damien pas. Rieu condamne les violences policières? On veut savoir. Est-ce que tu condamnes les violences, Damien? Mettre fin au jumelage entre Strasbourg et la ville israélienne de Ramat Gan. Évidemment, oui. Donc voilà, juste je voulais vous mettre l'article de Strasbourg Actu que je vous invite à aller lire, on va pas le lire entièrement, sur la candidature de Jamie Oldash, où justement ça parle de Mamdani et disent si cette action n'est pas sans rappeler le tout nouveau maire de New York, Zoran Mamdani, qui a également fait campagne en anglais, espagnol, arabe, bengali, ougandais, ourdou et hindi, la véritable inspiration de Jamie Oldash et son église, c'est George Woodley. Et justement, George Woodley, c'est un membre du Parti communiste qui est mort sous la torture de la Gestapo et qui, justement, à l'époque, avait, enfin, ils le disent d'ailleurs, ce membre du Parti communiste et résistant de la Seconde Guerre mondiale, avait distribué dans les périodes électorales des tracts en français et en alsacien, à une époque où l'alsacien était extrêmement méprisé, raconte Jamie Oldash, parce que c'est vrai que c'est intéressant, l'extrême droite à l'époque, je ne sais pas si elle soutenait la France ou si elle soutenait l'Allemagne, parce qu'aujourd'hui elle dit la République, la France, la langue française, mais quand il y avait un communiste qui publiait des tracts en français et en alsacien, ça venait pleurer aussi à l'époque. Et il publiait d'ailleurs aussi, si mes souvenirs sont bons, Georges Woodley, il avait participé à une édition aussi en alsacien de l'Humanité. Et donc voilà, c'était aussi pour rappeler que cette tradition de faire des tracts en plusieurs langues, c'est pas un truc qui est venu comme ça juste avec Mamdani, c'est un truc aussi historique des communistes, parce que les communistes sont pour le pouvoir aux travailleurs, et les travailleurs, des fois, ils parlent plusieurs langues à un endroit. Des fois pour des raisons d'immigration, des fois pour des raisons de colonisation, des fois pour des raisons de l'histoire, hein, de l'Alsace, qui a été tantôt française, tantôt allemande, qui a une langue propre et tout ça, quoi. Bref, sur ce, on vous invite à aller voir et soutenir la campagne de Jamie Oldash, de suivre ça de tout près, puis de le soutenir aussi parce que c'est jamais marrant de prendre un harcèlement comme ça, raciste, à quand même quelques mois des élections, hein. C'est en mars et c'est déjà le cas, donc je pense qu'il va falloir qu'il ait quand même le cuir dur, j'en doute pas, mais je pense qu'il va falloir quand même qu'il ait du soutien parce que ça fait toujours plaisir quand à côté tu te fais insulter comme ça. Est-ce que tu as des choses à dire, Zoé, avant qu'on se quitte? Bah non, voilà, si vous êtes strasbourgeois, si vous connaissez des strasbourgeois, bah, évidemment, allez soutenir les camarades de la liste Strasbourg, c'est nous. Franchement, force à eux, force à Jem pour tout ce qu'il prend. Comme tu l'as dit, nous, on n'a aucun doute sur le fait qu'il va tanker et que ça lui fait pas peur. C'est ni la première ni la dernière fois qu'il prend l'extrême droite dans la gueule et qu'il baisse pas les yeux et qu'ils font face. Donc voilà, force à eux, bien sûr, force aux camarades, hein. Yes, sur ce, n'hésitez pas à aller soutenir la campagne de dons Position Revue pour que Position Revue fasse peau neuve, finance des podcasts, finance le site du graphique et bien d'autres choses. Un événement aussi en 2026 qui va être assez original. On vous en dira plus tard. N'hésitez pas aussi à vous abonner à cette chaîne, à toutes les chaînes, la chaîne de Zoé, ma chaîne Padu, les différents Insta, TikTok, Twitter. Et sur ce, on vous dit à plus. Et 22 novembre, samedi prochain, manifestation féministe contre les violences sexistes, sexuelles et les violences de genre. Toutes les féministes dans la rue. À plus tout le monde, salut. Et les fachos, ça dégage. C'est la vie.